Écoutez, merci. On va commencer cette soirée, toujours organisée par le réseau d'écoute et d'accompagnement, qui est toujours vivant, qui est toujours là comme point d'appui pour aider les jeunes qui sont en difficulté psychique. Alors juste pour rappel, le réseau est constitué de 2 équipes. Une équipe de personnel, d'enseignants-chercheurs et d'administratifs qui sont là pour accompagner d'une manière non thérapeutique, individualisée, confidentielle, un accompagnement de proximité. Puis une autre équipe qui est une équipe d'élèves, constituée d'élèves qu'on appelle les ambassadeurs, qui ont pour mission de donner de la visibilité au réseau et puis aussi d'accompagner les camarades en difficulté vers les membres du réseau. Alors ce soir, ce sont eux qui ont choisi la question qu'on va mettre au travail. C'est la question suivante, les pressions familiales, sociétales ou des professeurs, les comprendre pour mieux les vivre. Pour cela, nous avons 3 intervenants. Guillaume Roy, à ma gauche, là, qui est psychiatre, qui pratique à la clinique de Béthanie. Olivier Cousin, qui est professeur de sociologie, qui est de l'Université de Bordeaux, qui est aussi directeur adjoint du centre Émile Durkheim, mais dont la spécialité, c'est la spécialité de l'éducation et puis du travail. Et Clémentine Faury, qui est une de nos ambassadrices, qui parlera là ce soir au nom de l'ensemble des ambassadeurs, qui est une élève de l'NCJ inscrite en 2e année. Alors, ce que je vous propose là, pour commencer, c'est de donner la parole à Clémentine, qui va nous expliquer pourquoi les élèves ont choisi cette question. Et ensuite, ce que je proposerai aux intervenants de prendre la parole, de réagir à cette question du point de vue de leur spécialité. Et ensuite, nous débattrons si ça vous convient. Là ? Parfait. Donc, lors de la dernière table ronde qu'on a pu faire avec les ambassadeurs, on avait travaillé sur le regard des autres. Et en fait, on a pris conscience que ce regard des autres, il était lié à une peur du jugement qui était un peu ancrée dans une réalité qui était un peu plus complexe, celle notamment des pressions sociétales, familiales et des professeurs. Et donc, entre la quête de perfection, la peur de l'échec et le besoin d'approbation, on a cherché un petit peu à identifier toutes les multiples pressions qui peuvent peser sur les élèves ingénieurs. Donc, tout d'abord, les attentes parentales, elles figurent parmi les pressions qui sont les plus profondément ancrées. Donc, on constate que beaucoup d'élèves ressentent une obligation de répondre aux idéaux, parfois un peu irréalistes de leurs parents, qui espèrent les voir atteindre des sommets et obtenir des diplômes prestigieux. Pour de nombreux étudiants, ces attentes, elles deviennent une source de peur un petit peu constante et ça les pousse un peu à surperformer et parfois au détriment de leur bien-être psychologique. Les enseignants et le personnel, malgré ce qui peut paraître, ils peuvent aussi participer un peu à ces pressions-là, parfois sans même s'en rendre compte. La focalisation un peu constante sur la réussite future des exigences et des performances, notamment sur les évaluations, ça génère parfois un climat un petit peu d'incertitude pour les étudiants qui peuvent s'interroger sur leur choix de carrière, leur capacité à réussir. Ces questionnements, ils peuvent entraîner un profond mal-être, notamment chez ceux qui remettent toujours en question un petit peu leurs compétences à la suite de remarques à la suite de remarques de professeurs ou de notes qui peuvent être décevantes, par exemple. La pression sociale, elle est également omniprésente, qu'elle vienne des amis, des enseignants ou de la société dans son ensemble. Elle se manifeste par la crainte, par exemple, de ne pas être à la hauteur ou encore d'être hors norme, voire même différent. Certains étudiants ils ressentent de la solitude et un isolement croissant, accentué par l'éloignement familial et la lourdeur des emplois du temps. Les échanges entre amis qui pourraient constituer parfois un soutien, ils deviennent parfois une source d'anxiété finalement, en mettant un peu en lumière les réussites de certains et accentuant un peu les doutes qu'on peut avoir personnellement sur certains sujets. Il y a aussi quelque chose qui est ressorti, c'est que les étudiants sont souvent très conscients de l'urgence climatique
et ils peuvent se sentir un peu investis d'une mission pour contribuer à la transition écologique, par exemple. Et cette responsabilité, elle devient une source de pression importante, car ils se sentent parfois démunis face à l'ampleur des enjeux et surtout au rythme auquel il faut trouver des solutions pour y répondre. Ce sentiment, il peut être amplifié par les attentes de la société et par certains discours qui encouragent, par exemple, à changer le monde ou ce genre de choses. Suite à ces pressions, on a aussi des pressions, à ces pressions qu'on peut considérer comme externes, donc les pressions parentales, les pressions des enseignants, les pressions sociales, et l'urgence climatique, par exemple. Il y a des pressions aussi qui peuvent être internes, et donc beaucoup d'ingénieurs, en fait, d'élèves ingénieurs, se mettent la pression tout seuls. Donc, par exemple, il y en a beaucoup qui, dans la recherche d'un idéal, se fixent des objectifs qui sont parfois inatteignables. Donc, ils sont un peu nourris, ces objectifs, par la peur de décevoir. Et c'est ça qui est problématique. Ces attentes personnelles, elles sont renforcées parfois par des expériences familiales qui sont marquantes. Et elles intensifient un petit peu la culpabilité que certains peuvent avoir ou le sentiment de devoir honorer des sacrifices de leurs proches. Je pense surtout aux sacrifices d'un point de vue financement des études, notamment. Donc, pour faire un petit résumé, il y a certains élèves qui se retrouvent un peu pris dans un tourbillon de pression entre donc le désir de réussir, bien sûr, le poids des attentes qu'on peut avoir sur eux et la peur un peu de l'échec. Un dispositif comme le réseau, du coup, c'est quelque chose de précieux pour les étudiants parce que c'est un appui et un espace où, pour une fois, ils se sentent écoutés et ils ont le droit, pour une fois, de ne pas être parfaits. Et en tant qu'ambassadrice, donc je parle au nom de tous les étudiants, et j'espère que la rencontre d'aujourd'hui, elle nous aidera un petit peu mieux à comprendre ces pressions et savoir comment réagir pour qu'elles ne soient plus un frein, mais qu'elles puissent du coup aider tous les étudiants à ne pas les subir, mais à en profiter parce qu'elles peuvent être aussi, dans certains cas, de bonnes choses. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bon, eh ben, écoutez, bonsoir. Merci beaucoup Clémentine Faury alors pour votre intervention et Nathalie Bonnetemps pour votre invitation. Moi, je trouvais votre intervention, alors je l'avais lue un peu avant parce que on avait eu la chance de l'avoir reçue, vraiment très précise. J'ai trouvé pour poser cette question autour de laquelle vous nous invitez à parler. Et c'est une question, moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est cette articulation entre les pressions externes, on va dire les pressions de la famille, les professeurs, la société, on pourrait en rajouter d'autres, et ce que vous dites, la pression interne, la pression qu'on se met soi. C'est cette question-là que vous posez, c'est une très vaste question qui vient interroger cette zone d'interface entre soi et les autres, et particulièrement autour de cette notion de pression. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite fait penser à un livre de Freud que vous connaissez sans doute, qui est celui qui a inventé la psychanalyse, qui a été publié en 1930 et qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Alors j'ai emmené le petit livre, ça existe en un format de poche, et je l'ai relu à l'occasion pour préparer cette intervention, et c'est vraiment une lecture qui est vraiment très satisfaisante, même si elle décrit beaucoup de points qui sont pas du tout satisfaisants, qui sont, on va dire, des questions très difficiles et qui concernent ce que c'est que vivre en société et tous les problèmes que ça pose. Dans ce livre-là, il part du constat que le principal but de l'existence, c'est la recherche du bonheur, et qu'il y a un certain nombre d'embûches, on le sait bien, qui se produisent sur le chemin de cette recherche.
Alors, je le cite, il constate au milieu de son essai, je voulais citer ça, « Notre enquête sur le bonheur ne nous a pas jusqu'ici appris grand-chose qui ne soit bien connu. Et si nous la prolongeons en nous demandant pourquoi il est si difficile pour les êtres humains de trouver le bonheur, nous n'avons pas beaucoup plus de chances de trouver du nouveau. Nous avons déjà donné la réponse en indiquant les 3 sources d'où viennent notre souffrance. L'écrasante puissance de la nature, la fragilité de notre propre corps et l'insuffisance des dispositions qui règlent les rapports des hommes entre eux au sein de la famille, de l'État et de la société. » Bon, je trouve que ce 3e point recouvre précisément la question que vous posez et qui est celle, finalement, de, on va dire, la souffrance sociale. Voilà, donc je vous invite à lire un peu plus ce que Freud déploie dans son texte. Moi, en tant que psychiatre, et donc plus largement, je pense, en tant que psy, on peut dire, mais cette question dépression, finalement, c'est par le biais de ce qu'en disent les personnes qui viennent me voir, et donc par le biais de leurs paroles, de ce qu'ils disent, que j'ai accès à quand la pression, quand les pressions deviennent une source de souffrance, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Et j'étais la semaine dernière à un congrès de psychanalyse à Paris, dont le titre était « Phrases marquantes ». Et c'est un titre qui mettait l'accent sur un point que on a entendu tout le week-end déplier ce titre-là, mais que j'ai trouvé intéressant et dont ça m'a fait penser à ce soir, qui est que finalement cette pression interne que vous décrivez, elle s'exerce souvent par l'intermédiaire de phrases marquantes, des phrases qu'on a entendues, des phrases qu'on a entendues souvent dans notre famille, de la part de nos parents, d'un frère, d'une sœur, et des phrases qui peuvent parfois faire destin, qui peuvent marquer comme ça d'un sceau indélébile dans les mauvais cas, mais enfin d'un sceau en tout cas assez rude, et dont il peut être difficile de se défaire. Alors on pourrait donner plusieurs exemples, mais voilà, ça peut faire écho, je pense, à chacun ou chacune. Vous parliez, ça c'est un point aussi que j'ai trouvé très intéressant dans votre texte, de la question de l'idéal. C'est une question difficile, je pense que c'est très important pour d'avoir un idéal. C'est important que les parents aient un idéal pour leur enfant, mais cet idéal-là, il peut se transformer, pour de multiples raisons, en un impératif. Et là, ça devient plus compliqué quand cet impératif-là, il devient source de souffrance, parce que cet idéal-là, il a un poids trop important, et c'est à ce moment-là où, on va dire, il va s'agir d'introduire un peu de souplesse par rapport à ça, un peu de latitude, un peu de respiration, quand l'idéal devient comme ça un impératif. Alors j'ai essayé de penser un peu à ce que j'avais entendu ces dernières années, et justement autour de cette question des pressions, et quand l'idéal justement devenait un problème finalement. Alors il y a un certain nombre de fois où finalement on peut être emmené à s'imaginer comme ça, comme une machine ultra performante, et ça je trouve que c'est très fréquent dans l'univers quand même, faut bien dire, du capitaliste, où il faut toujours plus, quoi, toujours mieux, toujours plus. Et donc ça peut conduire certains sujets à, par exemple, avoir des difficultés à dire non à des tâches qui sont infaisables, à un rythme effréné. Et ça peut créer quand même des soucis. Ça peut, par exemple, aussi épuiser, ça on en a beaucoup entendu parler, les professionnels de santé. Alors on en a parlé pendant la crise du Covid, mais c'est vrai en dehors de la crise du Covid, qui, au nom d'un idéal qui serait de guérison, de soins, finalement s'épuisent à la tâche en oubliant de se reposer, en oubliant leur famille, en oubliant leurs amis, etc. On peut citer aussi, alors peut-être ça recroisera un point dont vous parlez, parce que vous alliez surtout parler de la question du travail, je crois, mais l'épuisement des travailleurs qui sont pris aussi dans le management par objectif, et on entend des fois des sujets dire bon ben voilà, là tous les jours on a des objectifs, donc tous les jours on nous fixe des objectifs tous les jours plus importants. Bon, effectivement, là comment faire pour trouver une respiration dans un environnement comme ça, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui est difficile.
Donc dans ces exemples, c'est vrai que je me suis rendu compte, et c'est ce que le thème de votre intervention aussi est autour de ça, c'est autour de la question du travail. Et je crois que là, il y a beaucoup de pression assez tôt, maintenant, avec le collège, avec Parcoursup, enfin beaucoup de pression sur cette question du travail, qui devient un impératif. Alors trouver du travail, trouver un travail bien payé, trouver une bonne place, trouver un travail à la hauteur de ses attentes, des attentes des parents, etc. Et c'est vrai qu'une certaine manière, c'est une pression qui est compréhensible, parce qu'il faut bien gagner sa vie, sauf quand on a une maladie ou quelque chose qui empêche, et à ce moment-là, la société a des dispositifs pour permettre d'avoir quand même une place, même si c'est difficile de trouver du travail. Donc c'est une pression qui n'est pas imaginaire non plus. Elle existe. Et vous le disiez, ça je crois que c'est important de le dire, qu'il y a un poids aussi, en particulier pour des étudiants dont la famille a fait des sacrifices financiers, et c'est un poids encore particulier. Et c'est une pression, alors ces pressions-là qu'on rencontre quand on est dans la vie étudiante, on la rencontre à un moment donné où on a plein de choses quand même à faire, d'autres. Je veux dire, on doit se séparer de ses parents, on peut changer de ville, changer de pays, on se sépare aussi de quelque chose de son enfance, et on a plein d'autres choses à faire, rencontrer des amis, tomber amoureux, amoureuse, vivre des aventures, donc ça fait beaucoup de choses, quoi. Alors, je suis peut-être trop long, mais je vais essayer d'être plus court. Alors, vous demandez, grande question difficile, hein, on laissera ouverte la discussion après, d'avoir vos points de vue. Comment faire pour mieux vivre ces pressions, voire pour les transformer? Alors, il y a 1000 manières de répondre. Alors, on peut répondre, moi, du point de vue du psychiatre, on va dire. C'est-à-dire que quand ces pressions, elles débordent quelqu'un au point qu'il y a un moment de crise, quand il y a une souffrance aiguë, quand elle révèle, alors là, un trouble de l'humeur, ou quand ça s'articule à des traumas ou des carences plus sévères, ou bien quand il y a des excès. C'est vrai que à l'heure actuelle, la clinique des addictions est quand même très, très fréquente. C'est en parler, c'est le premier pas. Et encore faut-il trouver une écoute. Et ça, c'est vrai que je voudrais souligner ça, parce que pour moi, c'est une découverte. Le dispositif qui est créé ici, le réseau d'écoute et d'accompagnement. Et je voudrais souligner à quel point il est précieux. Ça m'a fait penser à un texte qui avait été publié dans le journal Le Monde en 2003, donc ça fait 21 ans, par un psychanalyste qui s'appelle Jacques-Alain Miller, à un moment particulier, je ne vous cite pas le contexte, mais qui s'appelait « De l'utilité sociale de l'écoute ». Alors, je pense qu'on peut le trouver sur Internet. Et il dit l'importance de toutes celles et ceux qui tissent ce qu'il appelle, alors lui, il appelle ça ce cocon d'écoute. Et il dit aussi à un moment donné, l'écoute est devenue un facteur de la politique et un enjeu de civilisation. Voilà, je crois que cette écoute, c'est vraiment un préalable. Et puis après, ces lieux d'écoute peuvent orienter vers des professionnels, des endroits où le sujet qui souffre va pouvoir trouver des réponses. Il y a l'écoute et il y a les réponses. Voilà, alors les réponses, pour reprendre les exemples que j'avais pris tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas dire non, ça va être l'emmener à pouvoir dire non, ce qui paraît simple comme ça, mais qui peut être très difficile ou prendre du temps, prendre un peu de distance par rapport au poids d'un impératif. Voilà, c'est un objectif atteignable. Il y a le temps de l'urgence, vous parliez de l'urgence climatique, il y a un temps où les réponses, elles doivent se dire, elles passent par des mots, moi je crois quand même, elles passent par plein de choses, le psychiatre il a des dispositifs, mais enfin elles passent par ce qu'on dit quand même à celui qui vient nous voir. Et quand ça prend du temps, il faut pouvoir prendre ce temps-là, s'engager dans un travail qui peut prendre du temps, et finalement... Qu'est-ce qui change quand il y a beaucoup de pression? Ce qui change, moi je crois, c'est quand ça s'articule à quelque chose qu'on veut profondément. Alors ça c'est difficile à dire ça, comment on repère ça, ce qu'on veut. Je pense qu'on le sait un peu quand ça arrive. C'est un peu obscur, on ne sait pas trop pourquoi. Ça ne va pas sans angoisse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Ça ne va pas sans risque, ça ne va pas sans inconnu, mais voilà, moi je dirais ça comme premier élément de réponse. Voilà.
Bonsoir. Pardon. Merci de votre sollicitation et merci donc pour votre propos liminaire, effectivement, sur cette question, donc au fond, des pressions. Et le propos que je voudrais un peu tenir là, c'est de signaler, au fond, un certain nombre de changements, peut-être, qui caractériseraient ce qu'on pourrait appeler, au fond, notre époque contemporaine, c'est-à-dire aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons. Et je voudrais en souligner largement en écho de ce qui vient d'être dit précédemment, mais peut-être insister plus, au fond, sur les ambivalences de ces pressions, sur les ambivalences de ce qu'on pourrait appeler ce changement, au fond. Et quelle est la nature de ce changement? Je pense, une des manières de le dire, il y aurait plein de manières de le dire, mais une des manières de le dire, c'est que ce qui caractérise peut-être aujourd'hui notre rapport au monde, en particulier à partir de l'école, et puis évidemment bien au-delà jusqu'au moment du travail, c'est l'idée que nous devons, d'une certaine manière, nous devons être responsables, nous devons devenir responsables. C'est ce que, en quelque sorte, on nous demande, sauf que le on ne sait pas où il est, on ne sait pas complètement quelle forme il prend, ou est-ce qu'il se cache, et s'il se cache, où se cache-t-il? Je ne sais pas précisément, mais en tous les cas, on est pris comme ça dans une espèce de mouvement. Au fond, c'est ce que vous disiez à la fin de votre propos, c'est que cet impératif, en quelque sorte, alors cette injonction, il est, me semble-t-il, ambivalent. Notre monde, je dirais, pour le dire comme ça, même si ça peut paraître très, très général, je pense qu'une de ces caractéristiques, c'est, on pourrait le dire, en fait, nous sommes dans l'ère de la compétition. Nous sommes dans l'ère de la compétition, ce qui ne veut pas dire nécessairement compétition au sens négatif du terme, écraser l'autre, etc. Nous sommes dans l'ère de la compétition au sens où nous devons participer, nous devons d'en être, etc. Et donc, c'est ces aspects-là où je voudrais montrer l'ambivalence. Ce premier aspect, je crois qu'il faut voir que ça ouvre en fait beaucoup d'opportunités. Au fond, nous avons devant nous, en quelque sorte, une sorte d'espace des possibles. Le monde nous paraît ouvert, a priori, nous paraît accessible, et donc il y a quelque chose qui est peut-être attirant, excitant dans cette possibilité, dans cette compétition, dans cette idée de, justement, nous engager et d'aller vers quelque chose. Il y a, on pourrait dire, une espèce d'effet positif, on pourrait le regarder comme ça. Et le premier effet positif, je crois, c'est que, a priori, dans un grand nombre de situations, c'est l'idée que rien n'est définitivement joué. Ce qui caractérise beaucoup de ces situations, beaucoup de ces compétitions, c'est que, en fait, nous pouvons les rejouer. Alors, je vais prendre un exemple très simple qu'on a tous connu et qu'un grand nombre d'entre vous actuellement connaissent, c'est l'école. L'école au sens large, de la maternelle jusqu'à la fin de l'université. Nous sommes soumis à une multiplicité d'épreuves dont la caractéristique, c'est que très souvent, ces épreuves, nous pouvons les rejouer. J'ai pas bien réussi aujourd'hui, mais en fait, j'ai la possibilité de repasser. Et puis la moyenne 2 fait que 12 plus 8, normalement, ça fait 10 de moyenne, etc., etc. Je peux potentiellement redoubler, etc. Donc, au fond, je suis soumis à un certain nombre d'épreuves qui sont à la fois prises individuellement relativement importantes, certaines beaucoup plus importantes, comme les examens, etc., mais dont la caractéristique est qu'elles peuvent être rejouées. Donc il y a un univers, en quelque sorte, des possibles qui s'ouvre. Ce qui veut dire qu'il y a une perspective d'un côté qui est, je crois, relativement stimulante, relativement encourageante. Alors je précise notamment, par exemple, alors, il se trouve que moi j'ai plutôt l'habitude d'avoir des amphithéâtres où il n'y a que des filles. Donc c'est pour ça que c'est la première idée qui m'est venue, c'est que si on regarde le monde des filles, le monde des femmes, comme ça, en fait, plus rien n'est interdit. Je pose une colle très rapidement. Est-ce que vous avez une idée de quelle était la dernière profession qui était interdite aux femmes jusqu'à il y a... La date, ne me faites pas confiance, mais la période à peu près, c'est tout début des années 2000. Je donne une colle comme ça. Comment? En Afghanistan? Comment? En Afghanistan? J'ai pas entendu. La question, est-ce que c'est une question relative à l'Afghanistan? Non, pas du tout. Non, c'est très franco-français, excusez-moi. Très franco-français. Il y a une profession qui a été... C'était la dernière, qui était les femmes ne pouvaient pas, parce qu'elles étaient les femmes, exercer cette profession. Donc les pompiers, oui, mais c'est date des années 70, je crois. Les dates, encore une fois, ne me faites pas confiance sur les dates. Hein. Faites-moi confiance sur les périodes.
Exactement. Qui a gagné? Bravo. Ce sont les sous-marinières. Voilà. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas prévu que dans un sous-marin, il fallait des cabines femmes, etc. Et on s'est dit, voilà. Et en fait, c'était ce qui levait l'obstacle. Y en a-t-il beaucoup? Je n'en ai aucune idée, mais en tous les cas, voilà. Bon. Bref, tout ça pour dire qu'on est dans un univers, en fait, d'espace d'opportunité qui s'est, de ce point de vue-là, très largement ouvert. La condition, et vous l'avez bien rappelé, la condition, c'est qu'en fait, face à ces opportunités, ce qu'on nous demande, d'une certaine manière, encore une fois, ce honte imprécis dans un premier temps, c'est nous devons de nous prendre en charge. Et c'est ça qui caractérise peut-être cette possibilité. Et de ce point de vue-là, donc ce qu'on appelle la méritocratie en est le bon, je dirais, le bon exemple, puisqu'en fait, c'est quoi la méritocratie? C'est quelque chose qui repose fondamentalement sur nos épaules. Sur nos épaules, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande, au fond, la méritocratie, c'est le fruit de l'effort, c'est le fruit, donc vous l'avez bien rappelé, c'est le fruit du travail, c'est le fruit du sérieux, c'est le fruit de l'engagement, et parce que je travaille, parce que je suis sérieux, parce que j'écoute correctement, parce que je vais en cours, parce que je révise, parce que ceci, parce que cela, etc., eh bien, j'en attends potentiellement, donc, des bénéfices au bout du compte. Ce qui suppose aussi que nous devons, et ça, vous l'avez bien résumé en fait dans votre propos introductif quand vous avez évoqué en quelque sorte les parents, c'est nous devons, et les parents sont première loge ici, nous devenons des êtres stratèges. Et donc nous passons notre temps au fond à faire des calculs plus ou moins savants. Alors l'école, tout le monde ici connaît les choses, ce sont les choix infinis des bonnes filières, des bons lycées, voire des bons enseignants, pour essayer d'obtenir au fond le petit plus qui me permettra justement d'arriver là où je pensais pouvoir arriver, etc. Et donc ce que vous avez très bien évoqué avec cette idée au fond de se mettre la pression, ça participe de tout ça. Et en fait derrière tout cela, nous devons en fait être à la hauteur. Ce qu'on attend de nous, c'est être à la hauteur à travers cet engagement, etc. Dans le monde du travail, très rapidement, ça se traduit, donc ça a été évoqué tout à l'heure, ça se traduit effectivement par ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'il synthétise, le management par les objectifs. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de ça, mais souligner une chose, parce que je voudrais y revenir tout de suite après, c'est ce management par les objectifs repose sur un principe très fort qui est le principe en fait de l'exigence de performance. En fait, le management par les objectifs, si on devait le traduire au risque d'être un peu caricatural à la fin, ça revient aujourd'hui à dire, en fait, organisez-vous, trouvez les moyens, l'enjeu c'est d'arriver. Alors l'enjeu c'est d'arriver à produire tant, à faire ceci, à faire cela, c'est-à-dire, en fait, rendez-vous à l'arrivée, et là je vais vous évaluer. Alors, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il n'y a pas, donc il y a tout un tas de machins qui s'appellent des jalons, des contraintes, etc. Mais il y a l'idée, en fait, de vous prendre en charge, être à la hauteur pour arriver à cet aspect. Alors, une fois que j'ai dit ça, deux choses. L'avantage, parce que je crois qu'il faut le souligner, l'avantage, c'est que tout ça nous place dans un univers dont on pourrait dire, la caractéristique, c'est un univers qui apparaît en miroir, en quelque sorte, d'un monde un peu plus ancien, qui est le monde qu'on avait appelé pendant longtemps, au fond, le monde du Fordisme, dans le cadre du travail, qui était un monde qui apparaissait rigide, apparaissait notamment, qui était le monde des statuts. Et ce monde de statuts avait, en fait, a été perçu comme étant un monde justement beaucoup trop rigide. Et ce monde donc de la performance, ce monde d'être à la hauteur, eh bien, en réponse, en quelque sorte, c'est une promesse, on est bien dans l'ordre de la promesse, mais c'est néanmoins une forme de promesse de liberté, une promesse d'opportunité, et qui laisse justement ces espaces, donc ces espaces des possibles en tant que tels. Et pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus, c'est qu'il y a une adhésion à cette idée. Il y a une adhésion, c'est-à-dire à cette opportunité qui m'est laissée, à cette critique donc de la rigidité qui empêchait de faire, qui était un monde étouffant. J'ouvre une toute petite parenthèse, c'est le monde des enseignants. Le monde des enseignants, quand vous rentrez enseignant, vous êtes à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université aussi, vous rentrez dans des grilles, dans des catégories, et normalement, si tout se passe bien, vous savez que 10 ans plus tard, vous êtes à 3 échelons, 5 à tel ou tel niveau. Et ça a une certaine forme de confort, sauf que l'énorme désavantage, on a tous vécu ça, moi le premier, c'est que j'estime toujours que je suis meilleur que mon voisin, et que je trouve insupportable que mon voisin ait le droit aux mêmes critères d'avancement que moi, compte tenu que moi, je suis... Bon, je ne vais pas vous avez compris mon raisonnement. Donc, c'est un monde qui
qui a une forte critique et dans lequel donc cette demande de souplesse est aussi en fait portée, je dirais, par tout un chacun dans son ensemble. Le problème évidemment, donc si je joue sur ces ambivalences, c'est que, et si je reviens sur cette notion de performance, ce qui caractérise fondamentalement la performance, c'est l'absence de limite. Et vous avez utilisé l'expression, et j'étais d'une certaine manière contente de l'entendre. Le problème, c'est pas la performance, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est d'ailleurs devenu un verbe, c'est surperformer. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on s'arrête 5 secondes sur surperformer? Ça veut dire qu'en fait, je ne définis jamais préalablement ce que j'attends de vous. Puisque ce que j'attends de vous, dorénavant, il va de soi que vous alliez au-delà de la limite que j'avais fixée préalablement. Et donc, en fait, on rentre ici dans quelque chose qui est un petit peu vertigineux, qui est, en fait, à partir de quand je sais où je suis performant. Est-ce que quand je fais X plus quelque chose par rapport à ce que j'avais fait avant, est-ce que je suis véritablement surperformant, sachant que je pourrais éventuellement faire mieux? Donc là, il y a un premier vertige. Le deuxième vertige, c'est sur quelle base et sur quels critères on évalue la surperformance, puisqu'on ne peut pas la fixer préalablement. Donc là, on rentre dans un système qui a des opportunités, mais qui, évidemment, entraîne les individus, et on l'a à l'école, on l'a à l'université, et on l'a, évidemment, par la suite dans le travail, et on l'a, en fait, dans plein de secteurs, qui sont les secteurs. Alors, on pourrait évoquer les relations amoureuses, les relations amicales, etc., etc. Bref, cette idée de s'engager, mais avec ce critère qui donne, encore une fois, le vertige, qui n'est pas fixé préalablement. Premier aspect. Deuxième aspect, ce qui entraîne et qui devient peut-être encore plus compliqué, c'est que fait-on des gens qui font correctement ce qu'ils doivent faire? Que fait-on? Alors, si je reprends l'exemple de l'école, parce que c'est facile, jusqu'à maintenant, il ne faut pas le dire trop fort, mais après tout, quand on a 10, si je suis sur des moyennes, vous avez compris qu'à 10, c'est sur 20, et voilà. On a connu, en quelque sorte, à 10, c'est bon, je passe. D'accord? Mais à 10, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'au fond, j'ai fait correctement une partie de ce qu'on m'avait demandé. D'accord? Or, aujourd'hui, faire ce qu'on m'a demandé de faire devient presque disqualifiant, puisque ça suppose en fait que je n'ai pas fait l'effort suffisant pour faire plus que ce qu'on m'avait demandé de faire. Donc ici, faire normalement plus sérieusement, faire normalement son travail peut revenir en fait à disqualifier les individus. Au fond, c'est celui ou celle qui n'en veut pas, c'est celui qui ne s'engage pas, c'est celui qui ne fait pas d'effort. Je reviens à ce que j'ai dit. Donc là, ici, il y a un véritable problème en fait dans les critères, dans les formes d'évaluation, dans ce qu'ils nous demandent et qui nous engage effectivement dans cette forme de pression. Deuxième aspect, et j'en aurai fini juste après, deuxième aspect, cette notion de méritocratie, elle a des énormes avantages du point de vue, je dirais, quand ça va bien. Puisque, qu'est-ce qui se passe au fond? Quand ça marche, quand je rentre dans une école ici, une école d'ingénieur, quand je passe dans la classe supérieure, quand j'ai réussi mes performances, fondamentalement, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, c'est-à-dire c'est grâce à mes efforts, à mon talent, à mon investissement, à mon sérieux, etc. Le problème, et là, si on s'arrête là, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le vrai problème, c'est pour ceux qui ça marche moins bien. Eh bien, il se passe exactement le problème, c'est-à-dire que puisque nous sommes tous a priori placés dans une même situation au départ, c'est ça le principe de la méritocratie, nous avons les mêmes enseignants, nous avons les mêmes bancs, nous avons les mêmes tables, etc., les mêmes bouquins, bref, nous sommes placés dans les mêmes conditions, et il se trouve qu'il y en a qui courent plus vite et qui gagnent. Le problème, c'est que la méritocratie fabrique aussi énormément de perdants. Et le problème surtout, c'est que les perdants, c'est aussi à cause d'eux. Puisqu'ils ont été placés dans les mêmes situations, au fond, si je n'ai pas réussi, si je redouble, si j'ai une mauvaise note, si je n'ai pas une bonne performance, c'est de ma faute. Au sens où je n'aurais pas mis suffisamment les moyens, et donc je peux reprendre tous mes exemples, évidemment, vous l'avez compris, vous l'inversez. Et c'est là où ça pose évidemment d'énormes problèmes, parce que ça fait reposer sur les épaules des individus toute la charge, alors qu'elle soit du côté, je dirais, de la charge mentale, mais de la charge en général, toute la charge, en fait, de cette responsabilité que nous avons à porter sur les épaules. Et donc, ici, le principe, au fond, ce qu'il faut voir, c'est que donc il y a les effets, on pourrait dire bénéfiques, ou en tous les cas dont on peut voir un certain nombre de bénéfices qui sont donc de faire reporter sur les individus, ce qui revient à faire reporter sur les individus leur propre destin. Et donc la dernière chose que je voudrais souligner, c'est que, eh bien, en même temps, ce qu'il y a dans ce mécanisme, dans lequel, encore une fois, je crois qu'on y trouve
parfois des intérêts, parfois nos avantages, etc., c'est qu'en même temps, ça masque l'ensemble, au fond, de ce qu'on pourrait appeler les effets structurels, les effets sociaux, les effets d'organisation qui sont derrière. Et qui, en fait, puisque je deviens mon seul repère, le seul, en fait, c'est grâce à moi ou c'est à cause de moi. Et au fond, ça masque complètement de ce qu'on appelle une société, une organisation. Dans le cas du travail, en fait, cette notion, par exemple, de performance revient à faire en sorte que, comme si j'étais le seul responsable de pouvoir obtenir telle ou telle performance. C'est-à-dire comme s'il n'y avait plus de structure, d'organisation qui sont celles, a priori, qui, on pourrait dire, étayent le travail, l'organisent au sens propre du terme. Donc tout cela renforce en quelque sorte le vertige face auquel on est. Et donc, au fond, ce sentiment de toute puissance, eh bien évidemment, certains en tirent des avantages. Et on voit bien dans ces cas-là à quel point, de certaine manière, les courbes s'écartent, c'est-à-dire que ces avantages et cette toute-puissance renforcent cette idée. Et au contraire, toutes ces petites épreuves que j'ai évoquées tout à l'heure, qui prises individuellement peuvent être en fait pas très importantes parce qu'elles peuvent être rejouées, mais finissent au bout du compte à créer des écarts extrêmement importants et générer éventuellement ces formes de pression, voire, alors je ne sais pas si on a le droit de dire ça, voire de dépression. Je ne sais pas si pression et dépression c'est étymologiquement associé, mais en tous les cas, voilà, c'est-à-dire conduit en fond à ce vertige dans lequel sont aujourd'hui effectivement un grand nombre d'individus. Ce qu'il faut espérer, je m'arrête vraiment là, ce qu'il faut espérer, en fait, c'est qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Mais ce n'est pas malheureusement toujours sûr qu'on arrive à passer de l'un à l'autre, donc au fond à se rattraper. Mais oui, moi, ça me rappelle, en fait, quand on a ouvert le réseau, j'ai été très surprise de voir justement ces mots relatifs à la pression de la part des étudiants, parce que, de mon point de vue, la compétition avait lieu avant. Pour entrer dans une école d'ingénieur, il faut avoir fait un concours, c'est compliqué, on va en classe prépa, pour certains d'entre eux sont là actuellement, voilà. Et je pensais qu'en école d'ingénieur, on était justement un petit peu, on pouvait un peu respirer, il y avait un peu de respiration et non. Et donc je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de programme de compétitivité. Une fois qu'on est dedans, en fait, on a l'habitude. Voilà, et finalement, on en souffre, mais on va reproduire après ce phénomène. Enfin, je ne sais pas, c'est une remarque, enfin, peut-être vous pouvez réagir par rapport à ça. Je crois que même la compétition s'exerce dans le fait d'être, par exemple, cool. Oui, c'est ça. Quand vous sortez des écoles, etc., donc vous avez effectivement énormément travaillé, vous avez passé votre concours, vous êtes content. Ce qui est quand même classique et ce qui s'observe, c'est cette espèce de relâchement. Et vous avez aussi des individus qui ont énormément de mal. Et là aussi, il y a une forme de compétition, c'est-à-dire justement arriver à prendre du recul et à être donc, comme on appelle, cool, c'est-à-dire au fond profiter des choses. Et c'est aussi une forme de pression qui s'exerce. Certains ont énormément de difficultés, au fond étaient très à l'aise dans un modèle hyper scolaire. Et puis quand il s'agit d'endosser ce deuxième costume qui ne doit pas complètement oublier le premier, là aussi, ça demande une forme d'exigence. Et vous avez des classements. Bon, mais là, il suffit de demander aux étudiants, ils le savent. Il y a aussi des classements internes entre les sympas, les pas sympas, les cools, les pas cools, oui, les populaires, les populaires, etc., etc. Et ça rentre dans la compétition, en fait, même si elle est moins, a priori, organisée formellement, etc. Mais ça en fait partie, oui, je crois. On va donner la parole à la salle. Moi, j'ai beaucoup aimé votre remarque aussi sur les phrases marquantes, parce que moi, dans ce que j'entends, et il me semble en fait que nous, les enseignants, en fait, on devrait faire peut-être, faire attention aux mots qu'on emploie, parce que certaines fois, en fait, ça peut générer une pression très positive, mais les mêmes mots avec une personne un peu plus fragile, eh bien, ça peut conduire à orienter les jeunes vers les soins. Donc, moi, il me semble que collectivement, on devrait réfléchir un peu à ça. Il y a des questions dans la salle ? Oui.
de parole. Oui, en fait, je suis enseignant ici à l'INSERM en électronique, donc je suis un peu loin de ça, mais en fait, je voulais témoigner. Et Nathalie a sait que je suis un peu sensible parce que j'avais suivi une de tes formations, en fait. Et pareil, j'ai une certaine mémoire des chiffres. Et il y a eu un article du Monde qui était passé justement pour voir un peu, et ça me fait un petit corollaire, l'impact qu'on a pu voir à travers la crise de Covid sur les étudiants, puisque quelque part, ils ont eu aussi à subir ça. Donc, c'était avant Covid. Donc, c'était l'Université de Bordeaux. Il y avait 18% des étudiants qui avaient des soucis, on va dire, psychologiques. Et après Covid, c'est 42%. C'est presque 1 sur 2. Et je remercie Nathalie, tout le réseau, justement, pour aider les étudiants qui sont en situation de détresse diverses et variées. Je pense aussi, par rapport à ce qui a été dit, il y a... alors, vous avez parlé de méritocratie, moi j'appelle ça, en fait, l'excellence républicaine. Moi, quand je suis enseignant, je dis aux étudiants, je vais essayer de vous tirer au meilleur de vos possibilités. Bien sûr, on n'a pas tous le QI d'Einstein, donc l'idée, c'est pas de faire de l'égalitarisme, mais c'est de tirer les gens au maximum de leurs possibilités. Et malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, même si on essaye de faire une société égalitaire. Ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport aux souffrances. La souffrance est plus importante, c'est à mon avis lié aussi à l'estime de soi qu'on peut avoir. Des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont plus à même, plus armés à supporter on va dire la compétition effrénée dans laquelle on est aujourd'hui, que ce soit à travers les notes, etc. Donc je pense aussi avoir une bonne estime de soi, arriver à se respecter, c'est quelque chose qui me semble important pour justement être plus à même à supporter toutes les pressions internes, externes. Quand on est enseignant, on est aussi parent, donc mes enfants ont la double pression de parents d'élèves et aussi d'enseignants. J'ai toujours fait attention justement de ne pas mettre de pression sur mes élèves, les enfants. Ça va plus ça. Mais je pense que voilà, c'est assez difficile parce que là on a la double peine justement par rapport à ça. Voilà, je pense qu'il est important aussi de faire ça. Ce matin, non, c'était la semaine dernière, j'avais un étudiant qui était hyper stressé. Tu l'as dit, respiration, donc je conseille aux étudiants, puis à soi-même, de faire des exercices de respiration, de faire un peu de cohérence cardiaque. Ça peut aider notamment pour l'hypertension, etc. Et de retrouver du calme et puis d'être serein. De toute façon, le stress, en quel que soit, c'est aussi une forme d'adrénaline. C'est bien d'être un peu sous pression, parce qu'on arrive aussi à avoir le meilleur de soi-même quand on a une petite pression. L'idée, c'est d'arriver à la gérer. Et on la gère mieux si on a une bonne estime de soi. Donc voilà, c'est le message que je voulais passer. Soyons fiers de soi-même. Alors, je me permets de prendre la parole. Du coup, moi, c'est Lauriane Mahé, étudiante à l'NCJ aussi en 2e année et ambassadrice du réseau d'écoute. Je voulais juste revenir sur les phrases marquantes et votre prise de parole m'y a fait penser, vu qu'il y a quelques professeurs dans la salle aussi. Des phrases marquantes, par exemple, on l'a beaucoup entendu, c'est pas moi qui passe le devoir, c'est vous. C'est pas moi qui vais devenir ingénieur, c'est vous, c'est pas moi le diplôme, c'est pour vous, donc écoutez et travaillez. Mais en fait, c'est vrai que cette phrase, elle met la pression, on en a parlé, la pression interne, la pression sur la réussite, etc. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être tourner ça autrement. Et les professeurs, en réalité, ils ont un travail, c'est de nous l'apprendre. Donc, il n'y a pas que nous qui devons travailler, il y a aussi les professeurs. Bon, voilà, je voulais juste le glisser. Si je peux me permettre, vous avez d'autant plus raison que si on est vraiment honnête, que ce soit à l'école, au lycée, à l'université, c'est nous aussi qui passons. En fait, parce que les écoles et les individus se reconnaissent aussi dans la réussite des étudiants. Donc, quand on dit ça, et moi aussi, ça peut m'arriver peut-être de l'avoir dit, j'en sais rien, mais peu importe, je pense qu'on n'est pas complètement honnête, parce que c'est pas que vous qui passez, c'est pas que vous, c'est la réputation de l'école, etc. Si tout le monde se plante, l'école, elle a un bonnet d'âne. Donc, non, mais si on regarde bien les choses, donc vous avez raison de le souligner, parce qu'en plus, c'est pas complètement honnête, me semble-t-il, de le lire. Ça marche là. Ah oui. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est aussi que c'est pris dans quelque chose qui est
une structure. C'est ce que vous disiez. Ça, moi, je trouvais ça intéressant. C'est cette tendance à aller finalement isoler l'individu en pensant qu'il ne fait pas partie ou il n'est pas pris dans alors une relation médecin-patient, relation professeur-étudiant, enfin, mais dans cette question de l'organisation. La difficulté, je trouve, là, l'exemple que vous dites, ça m'y fait penser, c'est que par rapport à l'univers de compétition, le champ de la compétition, par rapport aux universités ou aux écoles, c'est que on a l'impression, alors de l'extérieur, parce que ça, moi, je le vis pas, mais quand on lit, les universités, le classement de Shanghai, etc., et donc que les critères, la question, c'est qui définit les critères et comment. Et donc, est-ce que parce qu'on a une école ou une université qui n'est pas dans le top du classement de Shanghai, est-ce qu'on fait du mauvais travail? Ou est-ce que quand on est étudiant, est-ce qu'on n'a pas... Et ça, je trouve qu'il y a quand même là quelque chose qui se surajoute dans l'univers de compétition internationale, qui crée quand même peut-être une idée fausse qui est que un lieu d'enseignement qui serait pas très bien classé est forcément un mauvais lieu d'enseignement. Je sais pas, j'en sais rien, je suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais ça serait intéressant d'avoir peut-être vos points de vue là-dessus. Des collègues veulent répondre là sur ce... Oui, Corinne, vas-y, oui. En tant qu'enseignante, je voulais répondre sur la pression des notes. Parce que on réfléchit à d'autres modes d'évaluation, autres qu'une note. On réfléchit en évaluation de compétences. Mais j'aimerais poser une question aux étudiants. Est-ce que vous êtes capable de vouloir un système sans notes? C'est une ambivalence. Oui. Et l'évaluation par compétence, c'est très difficile à mettre en place et à faire accepter. Et il y a une acceptation sociétale aussi derrière ça. Oui, merci Corinne. Je voudrais rebondir sur le mot ambivalence en fait. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une ambivalence dans justement on entend les jeunes qui courent, qui courent contre la montre, qui courent contre eux-mêmes, contre les autres et tout ça. Mais pour autant en fait, ils supportent pour les familles, pour protéger, pour aider. Et ça, j'ai trouvé que les étudiants qui ont du mal à aller aux soins, qu'on a du mal à vous orienter, c'est des jeunes qui serrent les dents, parce que les familles ont besoin que ces tensions entre leurs rêves et puis ou leurs aspirations plus ou moins formulées et puis la réalité de la performance, elles soient masquées en fait. Il y a aussi quelque chose comme ça qui est compliqué c'est compliqué pour eux d'y voir clair et de savoir y faire avec tout ça en fait. Je me demande si en fait, alors évidemment sauf lorsqu'elle est extrême, mais est-ce que cette pression en fait n'est pas positive? Si on n'a pas d'espoir, si on pense que notre situation ne peut pas encore s'améliorer, et donc si on n'a pas la pression d'aller vers mieux, est-ce que globalement c'est pas moins bien? Donc évidemment lorsqu'on est en surpression, donc là en effet il faut la faire retomber pour retomber dans un moment où la pression peut être positive, peut permettre d'aller vers le meilleur. Mais est-ce que cette pression elle n'est pas naturelle? Est-ce qu'en fait elle n'est pas nous permettre d'aller vers plus de bonheur? Et est-ce qu'elle n'est pas le résultat en fait, de notre évolution sociétale, humaine? Est-ce qu'elle n'est pas naturelle? Est-ce qu'on mesure la pression? C'est ça ta question? Comment ça se mesure? Non, je ne sais pas. Oui, c'est toujours pareil, ça dépend. Est-ce qu'elle est naturelle? Je ne sais pas. Ça voudrait dire que ça supposerait qu'il y aurait une espèce d'aspect anthropologique. Bon, ça, je n'en sais rien, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Moi, ce que vous dites, ce qu'il faut ajouter, peut-être pour bien voir les choses, c'est que la grande difficulté, encore une fois, me semble-t-il, c'est qu'elle fait reposer essentiellement tout cela sur les épaules des individus. Dit autrement, une des caractéristiques du monde, au fond, dans lequel nous sommes, c'est que nous avons, d'une certaine manière, je vais le formuler de manière qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, c'est nous ne savons pas toujours à qui nous pouvons en vouloir. Parce que nous nous sentons de moins en moins pris par quelque chose qui s'appelle
une société, du collectif, une organisation. Longtemps, par exemple, bon, pour m'intéresser au travail, longtemps, par exemple, le destin des individus a été expliqué à tort ou à raison, mais a eu une forme d'explication en termes, par exemple, de classe sociale. D'accord ? C'est-à-dire que si j'ai telle ou telle opportunité, au fond, c'est pas moi. C'est parce que je suis pris. Cela ayant non pas disparu, mais s'étant très largement affaibli, et donc avec le côté positif de laisser vraisemblablement beaucoup plus, encore une fois, de champs d'opportunités. Donc c'est pour ça que, oui, mais avec la contrepartie, c'est que vous devenez, en fait, il faut tout le temps être en forme. Il faut tout le temps être à la hauteur. C'est ce que un sociologue que vous devez bien connaître, qui est Ehrenberg, qui s'est appelé la fatigue d'être soi. Au fond, on ne peut pas, c'est très difficile de relâcher. Parce que là, on parle essentiellement du scolaire, on parle essentiellement du travail, mais c'est la même chose dans les relations amoureuses, c'est la même chose dans les relations amicales, c'est la même chose, y compris dans les pratiques amateurs. Etc., etc. Vous pouvez vous faire virer d'un club amateur de je ne sais pas quoi, de foot ou de machin et bidule parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Bon, donc et c'est ça en fait. Donc c'est pas que la pression. Alors, encore une fois, on peut dire oui, c'est un stimulant, ça c'est incontestable et c'est assez excitant. Il y a de l'adrénaline, il y a du machin, des bidules, voilà. Mais le truc, c'est qu'effectivement, il faut voir aussi, en fait, il y a un prix à payer et c'est pas par hasard si nous sommes dans des sociétés qui surconsommons des médicaments. On est totalement dopé. On est totalement dopé, que ce soit de la vitamine ou que ce soit des trucs beaucoup plus sérieux et beaucoup plus graves. On vit de ça. Si on nous enlevait tous ces trucs-là, je ne sais pas très bien en fait comment on tiendrait. Donc, et je ne fais pas ici ni du misérabilisme, ni du je ne sais pas quoi, mais voilà, je crois qu'il faut en avoir... faut avoir ça en miroir. Voilà, faut avoir ça en miroir. Premièrement, et deuxièmement, mais je vais très rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui, justement, connaissent des pannes, n'y arrivent pas, n'adhèrent pas, etc., soit de manière temporaire, soit de manière beaucoup plus conséquente. Parce que, après tout, si tout le monde réussit, alors, si tout le monde réussit, vous avez quand même un vrai problème, c'est qu'il faut toujours, à un moment donné, discriminer. Voilà, oui, mais c'est ça. En fait, vous avez, dans une entreprise, pour prendre cet exemple, vous avez besoin, en fait, à un moment donné, vous avez une enveloppe qui est limitée et vous êtes obligé de choisir les 3, 4 ou 10, je ne sais pas quoi, 10% ou 10 meilleurs, c'est pareil. D'accord ? Donc, en fait, si tout le monde surperforme, ben, vous êtes en fait dans une situation d'impasse. Donc, vous allez, en général, faire rentrer les critères qui sont d'une autre nature. Et dans ces cas, ça devient quand même un peu compliqué. Et on sait donc, justement, ce que ça ouvre comme type de discrimination. Donc, vous avez ça. Donc, premièrement, et deuxièmement, voilà, comment vous faites, encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui font correctement leur travail ? Comment, en fait, ils ne deviennent pas disqualifiés par cette référence ? Et je ne dis pas qu'on... encore une fois, je ne veux pas tordre mon propos pour dire tout ça est horrible, nous sommes... mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème à l'école ou dans le monde du travail. Comment traite-t-on ceux qui font correctement les choses ? Et après tout, quand je fais correctement les choses, j'ai aussi rempli ce qu'on m'avait demandé. Mais comme derrière, il y a l'implicite que ça serait bien que j'aille un peu au-delà, ben, en fait, je finis par reculer de 2 cases. Donc ça devient un peu problématique. Voilà. Donc je pense qu'il faut l'intégrer. Mais sinon, oui, vous l'avez. Voilà, c'est la performance ou les machins, c'est pas en soi condamnable. D'autres questions ? Oui, à vous entendre, enfin, moi j'ai l'impression, alors bon, moi je suis ni prof ni étudiante, je suis ingénieure, hein, et j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais les étudiants, ils imaginent le monde du travail comme le saut dans le grand vide. Et en fait, quand vous avez ces écoutes, enfin ces jeunes qui viennent vous parler, est-ce que ça les rassurerait pas tout simplement de discuter avec des ingénieurs lambda, on est des ingénieurs lambda, et simplement pour les rassurer, puisque une fois de plus, c'est pas celui qui va être major de promo qui va mieux performer en entreprise. Ce qui compte énormément, c'est aussi toutes les autres compétences qui sont pas notées dans les écoles, qui sont moins scolaires. Pour travailler en groupe. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, parce que si on essaye quand même d'abord les jeunes, j'ai des collègues là qui travaillent beaucoup en fait dans la relation avec les ingénieurs, donc oui, c'est quand même travaillé, mais peut-être on pourrait peut-être faire des efforts, oui, pour
oui, pour essayer de... On travaille aussi sur ce dont a parlé Guillaume Roy, sur l'idéal aussi. C'est-à-dire, avant de dire que le métier d'ingénieur est agréable, voilà, ou c'est moins difficile que ça, on peut être épanoui en étant ingénieur et tout va bien. Peut-être aussi, c'est peut-être une réflexion amont de savoir où est leur désir, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent pour... Et puis après, en effet, quand le chemin, les aspirations sont plus ou moins formulées, eh bien, on leur fait rencontrer des ingénieurs, oui. Mais je retiens, Geneviève, que tu viendras discuter avec mes élèves. La proposition est excellente. C'est juste un peu dédramatiser oui, tout à fait, ce qui se passe. Et surtout, avoir en tête que ce n'est pas celui qui aura le QI le plus important qui va être le meilleur, enfin, ou le plus agréable, ou le plus à même d'être épanoui dans l'entreprise. Oui. Parce que ce qui compte, enfin, nous, on a envie de travailler avec des gens épanouis, heureux, et c'est comme ça que les projets avancent. Si ça peut rassurer les étudiants. Oui, merci de l'intervention, là, oui. Moi, j'ai fait un salon là dernièrement à Paris, et ce qui est phénoménal, c'est les étudiants qui viennent enfin les élèves qui sont en terminale quand même, qui viennent nous voir, et la première chose qu'ils nous demandent, vos écoles, elles sont classées comment? On nous demande pas qu'est-ce qu'on fait, où on peut aller, comment on peut se projeter. Il y a vraiment cette excellence, et c'est impressionnant. On a à peu près, moi sur le salon de Paris là, j'avais pratiquement un étudiant sur 3 qui était sur le classement des écoles. Ils se fichaient de ce qu'on représentait. C'était « vous êtes à quel niveau ?» parce que nous, on veut l'excellence. Ouais. On les a sur Bordeaux aussi, malheureusement aussi. Et ça, on voit bien que cette pression, elle est là. C'est « on veut l'excellence ». Il n'y a plus ce sentiment de faire quelque chose parce qu'on a envie de se projeter dans quelque chose. Ce sentiment comme tu dis, de quelque chose qu'on aime faire. Il n'y a plus ce sentiment-là. C'est « on veut l'excellence », il n'y a plus de sentiment d'apprécier, de travailler, voilà, c'est être en tête, quoi. Et c'est quelque chose qu'on ressent sur les salons. Moi, ça m'interpelle quand quelqu'un, il ne s'intéresse pas aux écoles, mais la première chose, c'est comment sont cassées vos écoles. Juste pour un peu rebondir sur ce que vous disiez, rencontrer des ingénieurs pour des étudiants, ça, je pense que c'est une excellente idée. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien dans les études de médecine, mais s'il y a une chose qui fonctionne bien, c'est l'externat. Et après, l'internat, alors ça dépend l'internat, dans quelles conditions on est interne, mais enfin, en tout cas, assez tôt dans les études de médecine, on est dans des services et on rencontre les patients et on rencontre des médecins qui travaillent auprès des patients. Et ça vient... contrebalancer quand même, je suis désolé de le dire, l'enseignement universitaire qui parfois peut avoir justement un côté déconnecté du métier. Et donc quand on rencontre des médecins, des infirmiers, des soignants avec qui on discute, avec qui on prend un café, avec qui ils nous donnent un détail de leur vie, on plaisante, etc., ça humanise quelque chose et ça donne envie. Ça donne envie et ça aide à supporter après la pression de se dire il va falloir que je bosse, j'ai le concours de l'internat, grosse pression, on est 8000, on est dans des amphis, vous connaissez ça pour les écoles d'ingénieurs. Effectivement, le jour où on se retrouve là-dedans, c'est très désagréable, mais on a ces conversations-là, ces liens-là qu'on crée. Et alors ça, c'est une question que je voudrais vous poser, parce que quand je connais pas beaucoup d'ingénieurs, j'en connais un, mais j'ai l'impression peut-être ce qui fait plaisir quand on est ingénieur, c'est contribuer à fabriquer des choses qui marchent, qui fonctionnent. Je ne sais pas, c'est une question. Mais souvent, ça doit rater, ça ne doit pas marcher exactement comme on veut. Non. Et est-ce que ça, c'est pas bien? Alors, on a la chance d'avoir une ingénieure ne découvre pas des choses comme ça, dans la ça rate, salle. justement. On va lui donner le micro, là. Non, je voulais juste faire une petite remarque, rebondir sur ce que vous avez dit. Cette mentalité de classement, elle est aussi beaucoup liée aux classes préparatoires. C'est quelque chose qui est omniprésent, en fait. Quand les professeurs rendent les contrôles en classe prépa, il y a certains établissements où, malheureusement, dans la copie, il y a aussi la liste avec tous les gens de la classe et le classement. Et on sait...
telle personne a eu tel point à telle question et est meilleure que... Enfin voilà. Et ça, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et c'est très lié du coup à la classe prépa. Et une fois qu'on arrive en école d'ingénieur, je trouve quand même que... après, c'est peut-être lié à mon école, mais il y a beaucoup moins cette notion de classement. Et par rapport au fait de pas savoir, en fait, d'avoir donc pas trop de notions sur ce qu'ensuite on va faire en tant qu'ingénieur. Je sais que moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé aussi les rencontres qu'on a pu faire avec les anciens élèves de l'école. Notamment, là, on a eu le week-end dernier, vendredi dernier, la journée des métiers à l'ENSEGID. Et ça aide beaucoup de discuter avec les anciens élèves ou les ingénieurs qui sont sortis de l'école et qui maintenant ont leur métier. Et on nous signale quand même beaucoup que les savoir-faire sont pas forcément très importants, mais parce qu'en fait, on a le même diplôme et on sait tous faire la même chose. Mais en fait, les savoir-être sont aussi super importants. Et ça, on nous l'explique quand même pas mal, en tout cas en école d'ingé, dans mon école. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais ça devrait l'être parce que voilà, on est tous des étudiants brillants et on sait tous on a tous les mêmes compétences en fait à la fin de notre diplôme. Mais ce qui est important aussi, c'est les savoir-être et les compétences, la personnalité, parce que du coup, on ne peut pas s'intégrer forcément dans une équipe d'ingénieurs en fonction de notre personnalité. Ça joue aussi beaucoup. Et les recruteurs, ils cherchent aussi avant tout des personnalités et pas forcément des têtes savantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être, là, je vois l'heure qui passe. Juste, pardon. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit, oui, mais je pense qu'il faut ajouter une chose. C'est-à-dire que moi, je pense que ce n'est pas uniquement d'aller rencontrer ou des ingénieurs ou des techniciens ou toute autre personne. C'est aussi, je pense que c'est aussi, comment dire, réaliser le travail et son contexte et son organisation. Parce que, en fait, ce qui très souvent trouble par rapport aux études et par rapport à l'image que se fait des études, c'est l'idée, justement, et la figure de l'ingénieur, de ce point de vue, est extrêmement intéressante. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui s'imagine qu'il va, donc, comme il a été évoqué, résoudre des problèmes. Bon. Et donc, il va relever des défis techniques, etc., etc. Ce qui est en partie vrai. Mais c'est en partie vrai, mais il faut toujours rappeler qu'il est pris dans une structure, qu'il a plus ou moins de moyens, qu'il a plus ou moins de temps, qu'il a plus ou moins de ceci. Donc, il est pris dans une organisation. Or, très souvent, c'est ça aussi qui manque d'une certaine manière pour se faire une représentation de ce qu'est le travail. De la même manière qu'à l'hôpital, les médecins, bon, il se trouve, voilà, j'ai fait un peu une recherche là-dessus, extrêmement intéressant. Vous interviewez des médecins, les médecins en formation, ils s'imaginent qu'ils vont soigner des gens. Et en fait, ce qu'ils découvrent vraiment en externat et en internat, c'est qu'ils soignent des gens dans une structure qui s'appelle un hôpital. Et donc, le métier, il est à la fois rencontrer des patients et des futurs collègues, mais c'est aussi prendre en compte la structure, l'organisation, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Et c'est ça qui, en fait, construit le travail. Donc, je pense qu'il faut rajouter, donc c'était pour aller dans votre sens, mais aussi l'autre. Puis, ce que vous dites sur les performances, le problème, c'est que c'est vrai partout. Parce que préalablement, là, vous avez rencontré ceux qui voulaient rentrer dans l'école d'ingénieur, mais préalablement, on se renseigne sur le lycée, de combien de ce lycée place dans les bonnes prépas, qui elles-mêmes placent, etc. Donc, au fond, on est pris. Et donc, de ce point de vue, alors ça, c'est très français, par contre. L'école, aujourd'hui, l'école en France, occupe une place démesurée, dont on attend tout. Et puisqu'on attend tout, on vit un dépit amoureux permanent vis-à-vis de l'école, parce qu'en fait, l'école ne peut pas tout. Bon, mais c'est quelque chose qui est effectivement et qui est dommageable pour l'école, parce qu'on a une évaluation de l'école qui est principalement en termes de stricte rentabilité, qui est donc qu'est-ce que ça m'apporte en termes de points gagnés. Et encore une fois, on peut redécliner ces points gagnés qui peuvent être des micro-points, etc., mais dont on pense que... Voilà. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose... Et l'observation que vous faites, voilà, elle est générale. Elle est générale. Et bon, et je ne sais plus qui a dit tout à l'heure. Oui, et imaginons de faire un cours où il n'y ait pas de notes. C'est pas compliqué. Il
Les étudiants étant normalement constitués, au deuxième cours, ils ne viennent pas. Si vous proposez un cours où il n'y a pas d'évaluation, ils ne viennent pas. Voilà. Moi, j'ai déjà fait une fois pour moi. J'ai constaté, voilà. Et c'est bon. Oui. Parce qu'ils ont une vraie vie à côté, c'est pour ça. C'est bien ça aussi, oui. Oui, je voyais le temps là qui filait. Lauriane, il y a une autre question? Ah, d'accord, on finit la dernière question. Et puis après, Lauriane, voilà, vous avez proposé de... Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Ibrahim, je suis de l'NCJ. Du coup, moi, j'ai plus une question qui va prendre un peu. Et si je me demandais tout simplement, et si en fait, il n'y avait pas de pression? Et si le problème était lié tout simplement à l'individu lui-même? Tout à l'heure, moi, je me suis intéressé à ce que lui, il a dit, l'estime de soi. Je crois que là-bas, j'ai entendu le savoir-être, les soft skills de la personne. Je vais tout simplement prendre l'exemple de deux matériaux, peut-être du bois, et on va prendre peut-être du cuivre ou bien du fer, qui sont sous la pression, même force, même poids. Le bois va craquer tout simplement. C'est la résistance en fait des deux matériaux internes qui fait la différence. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans plusieurs milieux différents parce que je suis du Burkina Faso. J'ai étudié au Maroc. Aujourd'hui, je suis en France. Je pense que c'est l'éducation souvent qui fait la différence, la valeur que nous avons, notre philosophie de vie. Et du coup, moi, je veux si c'était possible d'orienter un peu, peut-être, bon, c'est terminé aujourd'hui, mais d'évaluer cette approche-là, étudier la personne à avoir une certaine philosophie de vie. Le poisson qui va dire à l'homme, je m'en fous, si je ne sais pas marcher, moi je sais nager, lui aussi il ne sait pas marcher. Un peu chacun a sa propre valeur, son originalité, son authenticité. Et il croit à ça, il croit à cette différence-là. Est-ce que ça ne fait pas vraiment la différence? J'allais justement finir par dire juste en dernier mot pour moi ce soir. L'estime de soi, c'est un sujet qui du coup m'a parlé en fait quand vous l'avez abordé. Et je me dis que pour une prochaine rencontre, ça pourrait être un thème important à creuser. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas, voilà. Lauriane nous proposait une petite conclusion, donc voilà. Alors oui, moi j'avais récolté quelques témoignages qu'on avait fait avec les ambassadeurs du réseau d'écoute, avec ce qu'on avait entendu des élèves et au travers de nos discussions quand on se réunit tous ensemble. Et puis lors d'une discussion, il y a certaines pressions qu'on n'a pas évoquées, donc je les glisse comme ça pour tout le monde. Voilà. Comme la pression, par exemple, à l'intégration. Donc, à Bordeaux INP, c'est cool parce qu'on a une petite intervention théâtrale qui nous explique qu'il ne faut pas faire de bizutage, etc. Mais c'est vrai que ça existe encore dans certains établissements et peut-être pas jusqu'à ce point-là. Mais il y a aussi juste la pression dans certaines écoles, il faut aller aux soirées, il faut être là quand il y a des actions. Et si on n'est pas là, on est un peu exclu. Donc certes, il y a le travail, mais il n'y a pas que ça, il y a le social aussi autour, qui est assez important. Et puis ensuite, on avait surtout fait des petites métaphores sur la pression, vu qu'on est des scientifiques. Donc, par exemple, on disait que trop de pression tue. On peut prendre la métaphore de la plongée sous-marine ou celle de l'atmosphère qui tend vers le vide. Donc effectivement, trop de pression, ça peut amener à être seul, figé, ou etc. Et même être mal, avoir des soucis de santé, autant dans la tête que même physiquement. Voilà. Et puis, mais aussi, d'un côté plus positif, en prenant la pression terrestre qui crée les montagnes et les reliefs positifs, on peut dire que la pression aide aussi à grandir. Donc, en piste... Par contre, pour des solutions, si on a des soucis, déjà partager la pression, c'est très important, la partager, la verbaliser,
réussir à identifier ses doutes et en parler, et aussi apprendre à s'autosatisfaire. Et ça revient un peu sur nos derniers mots sur l'estime de soi et la construction de soi qui est importante. Voilà. Merci à tous.